Guillaume ne viendra pas là. Xavier, une poule. Qu'est-ce qu'il a? Guillaume ne viendra pas, moi, vite. Je comprends pas. Parce que son attaché m'a dit oui. C'est dommage. Ça va? Ça va toi? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Bienvenue au bar de l'économie, c'est Florence Sueur au micro, en FM, en direct avec IDFM Radio Anguin, et puis sur les plateformes Facebook, page bar de l'économie. Et puis vous pouvez nous retrouver dès cet après-midi sur YouTube, bien sûr, notre chaîne bar de l'économie, ou sur notre plateforme directement, bardeléconomie.fr. Alors aujourd'hui, eh bien, 3 thèmes majeurs. Point Covid et situation sanitaire et économique. Logement avec la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, ça s'appelle la loi SRU. Et puis les avancées scientifiques avec la loi bioéthique qui arrive à l'Assemblée les 2, 3 et 4, au Sénat les 2, 3 et 4 février. Et pour parler de tout ça, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Sébastien Meurant. Bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous. Vous êtes sénateur pour le Val d'Oise depuis 2017 et président DLR du 95. À nos côtés, Xavier Melki, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous. Vous êtes le nouveau maire de Franconville, élu l'an passé. Vous êtes aussi premier vice-président de la communauté d'agglomération de Valparisis, une zone très forte au niveau entreprise. Vous avez été élu en 2008 maire adjoint. En 2017, vous avez été également élu. Et puis en 2020, vous devenez donc le tout nouveau maire. Dans ce contexte de la pandémie, peut-être qu'on aura le temps de parler de cette situation pour vous en tant que maire. Vous êtes aussi président du syndicat intercommunal de chauffage Sannois-Hermont-Franconville. Voilà, ensemble, nous évoquerons donc ces 3 sujets. Mais comme d'habitude, c'est quelques infos du jour. Et tout d'abord, bien sûr, le sport avec Bruno Vigoureux. Bonjour Bruno. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Il s'appelle Yannick, Charlie, Louis, Jean et les autres. Oui, tous les autres, ceux qui sont arrivés sur la terre ferme et ceux qui sont encore sur l'océan, ont été nos héros de cette semaine. Je veux bien sûr parler de Yannick Bestaven, le vainqueur du Vendée Globe, cette course à la voile en solitaire et sans escale, cette course incroyable qui nous fascine depuis des années. Mais l'arrivée de cette édition 2021 aura atteint des sommets. Rendez-vous compte, le premier à franchir la ligne, Charlie Dalin, termine à la 2e place. Le 3e arrivé au Sable d'Olonne est le grand vainqueur, Yannick Bestaven. Oui, c'est comme ça dans le monde de la voile. Yannick Bestaven faisait partie des marins qui s'étaient déroutés pour venir au secours de Kevin Escoffier en perdition dans le Grand Sud sur son canot de survie. Le jury de la course, comme le précise le règlement, dans ce genre de situation, accorde du temps aux marins qui se détournent pour porter secours pour la bonne cause. C'était donc le cas pour Yannick Bestaven qui bénéficiait de plus de 10 heures supplémentaires. Il n'a pas eu besoin de tout se mettre là et il s'est donc imposé dans cette formidable course qui révèle des hommes et des femmes d'exception. En fait, cette année, le Vendée Globe, c'était un peu comme l'école des fans. Vous vous souvenez, cette émission où des enfants chantaient des chansons d'un artiste qui était invité. À la fin, tout le monde avait gagné. Là, c'est à peu près la même chose. Entre Charlie Dalin, le premier à franchir la ligne d'arrivée, Yannick Bestaven, le vainqueur de la course, il ne faut surtout pas oublier Jean Lecam, le vétéran de l'épreuve qui a terminé 4e et qui lui aussi a bénéficié d'un temps supplémentaire pour être allé chercher Escoffier dans son canot de survie. Voilà, c'est ça le Vendée Globe, des aventures humaines complètement folles qui font du bien. Maintenant, je vais peut-être plomber l'ambiance, désolé, mais il est aussi intéressant de noter que le vainqueur empoche 200 000 €, le deuxième 140 000, le troisième 100 000. Ce n'est pas rien, mais c'est si peu à la fois. Quand on pense que ces hommes risquent leur vie, parfois on se demande si taper dans une balle de tennis n'est pas plus avantageux. Mais là, c'est un autre débat. Je vais continuer à plomber l'ambiance pendant que j'y suis pour constater le comportement lamentable de certains supporters de l'OM qui, samedi, mécontents des résultats de leur équipe, se sont dirigés vers le centre d'entraînement du club pour y balancer des fumigènes et même pénétrer pour saccager les locaux et blesser quelques employés au passage. Du coup, le match prévu contre Rennes samedi soir a été reporté. On a le droit de ne pas être content quand son équipe ne gagne pas, mais se comporter comme des voyous est pitoyable et envoie une image terrible. L'OM, qui est un grand club, mérite d'avoir d'autres supporters.
Je vais revenir sur un plan purement sportif pour parler des handballeurs. J'avais évoqué la semaine dernière la possibilité d'un rêve du titre mondial. J'ai fini de rêver vendredi avec les Bleus qui se sont inclinés en demi-finale du championnat du monde contre la Suède, 32-26. Surtout, la France s'est ensuite inclinée lourdement dans le match pour la 3e place contre l'Espagne, 35-29. Et c'est le Danemark qui a été sacré champion du monde en battant la Suède hier en finale. Mais la grande sensation est venue hier en football de Lorient, 18e de Ligue 1, qui est parvenu à battre le Paris Saint-Germain et ses stars 3-2, alors que les Parisiens menaient 2-1. Et ce matin, le PSG est 3e au classement après la victoire de Lille contre Dijon 1-0 hier soir. Une position tout à fait inattendue pour une formation tellement habituée à être tout en haut du classement. Paris va donc vivre une semaine mouvementée avec mercredi la réception de Nîmes au Parc des Princes et surtout dimanche un déplacement à haut risque à Marseille dans un stade sans supporters naturellement à huis clos. On va suivre tout cela de près. Au revoir et à très vite. Merci beaucoup Bruno pour toutes ces jolies informations. En tout cas, Sébastien Meurant, ça vous avez envie de réagir, le Vendée Globe notamment? Le Vendée Globe, c'est une aventure extraordinaire qui a passionné les Français, mais qui passionne au-delà de nos frontières. Et c'est une merveilleuse réussite d'un département, la Vendée, avec des politiques qui ont pris des décisions fortes pour leur territoire, le faire connaître, faire rejaillir un dynamisme et à la fois une aventure humaine, sportive. Et avec les images qu'on peut avoir maintenant, on a pu vivre ces 80 jours et extraordinaire bataille, puisque dans un mouchoir de poche, après un tour du monde, ça se joue à quelques heures, comme quoi le suspense jusqu'au bout, avec le roi Jean, quand même 5e participation, plus de 60 ans, 65 ans, et puis des plus jeunes, et puis en fait une extraordinaire aventure française, puisque les bateaux sont français, beaucoup de skippers sont français, et là on a une excellence française, et ça se démontre lors de cette formidable aventure qui a lieu tous les 4 ans malheureusement, et sans spectateurs. C'est le regret. Heureusement qu'il y a des images. En tout cas, merci de cette belle présentation. Absolument. Et puis ça prouve aussi qu'à 65 ans, on peut encore faire plein de choses, contrairement à ce que veulent nous faire comprendre d'autres. Voilà, c'était nos petites infos du jour. Vous êtes bien sur IDFM 98, Radio Anguin. Alors aujourd'hui, nous abordons 3 sujets. Point Covid et situation sanitaire, bien sûr, et économique, le logement avec la loi solidarité et renouvellement urbain et les avancées scientifiques avec la loi de bioéthique qui arrive au Sénat. Et pour cela, à mes côtés, j'ai Sébastien Meurant, sénateur pour le Val d'Oise, Xavier Melki, maire de Franconville, et Guillaume Vuittet. Bonjour Guillaume Vuittet. Bonjour. Vous êtes député de La République En Marche pour le Val d'Oise, élu de la 2e circonscription, c'est-à-dire les cantons de Cergy-Sud, Neuville-sur-Oise, L'Isle-Adam et Saint-Ouen-l'Aumône. Alors avant de passer au premier sujet, je voulais quand même vous donner une petite information sur l'UPSTI qui lance la première édition de FIRST, ça veut dire Femmes et Ingénieurs réussir en sciences et technologies, ce jeudi 4 février. L'objectif est de sensibiliser les collégiens et les lycéennes sur les carrières scientifiques et technologiques pour construire l'industrie du futur et notamment au féminin. C'est important à l'heure du choix d'orientation sur Parcoursup. C'est une opération soutenue par le ministère de l'Éducation, bien évidemment. Alors des femmes ingénieures ou techniciennes viendront informer, témoigner, partager leurs expériences, leur passion pour leur métier. Une journée pour lever les freins et combattre les stéréotypes. D'ailleurs, tant pour les jeunes hommes que pour les femmes, car l'industrie manque de toute façon de main-d'œuvre et elle espère bien sûr se construire au féminin. Les métiers d'ingénieur et de technicien ou technicienne offrent de nombreuses perspectives professionnelles grâce à une industrie qui doit sans cesse se réinventer. Et elle propose de réelles opportunités, notamment au niveau salaire. Savez-vous que les salaires sont plus importants que dans les services. Les femmes en particulier ne sont que 13%. Donc, mesdames, on vous attend dans l'industrie. On vous fera même le tapis rouge, je pense, que ce soit dans le numérique, les sciences informatiques ou l'industrie lourde. En tout cas, c'est une opération qui est donc soutenue par plusieurs associations, puisque l'UPSTI, d'ailleurs c'est l'acronyme de Sciences, Technologies, Engineering et Mathématiques,
Elle s'appuie sur des partenaires comme l'association Jeunesse et Entreprises, la plateforme franco-allemande École Entreprise, la RATP, l'association des femmes ingénieurs, la fondation Arts et Métiers, et puis l'université Gustave Eiffel. Alors elles vont descendre dans les lycées de l'Île-de-France. Dans le 78, par exemple, le lycée de Vélizy, Montigny-le-Bretonneux, Poissy, Conflans, Sainte-Honorine. Et puis dans le 92, Nanterre, Herbeil-Malmaison. Et dans le 95, Argenteuil, Sarcelles et Franconville. Xavier Melki, vous êtes content, j'imagine? C'est toujours important de pouvoir sensibiliser les jeunes à tout ce que l'orientation peut offrir. C'est le plus important en ce moment où ceux qui passent le bac ont eu 2 années complètement chamboulées entre le confinement, le distanciel. Ça a été une épreuve pour beaucoup, donc je trouve ça plutôt intéressant effectivement. Après, l'ingénierie, on reviendra tout à l'heure, mais l'ingénierie à la française, l'histoire de l'ingénierie à la française qui aujourd'hui est en souffrance, on voit un peu les résultats de nos laboratoires, donc on espère pouvoir garder à terme nos ingénieurs, si on se rappelle que le président de Moderna est un Français et que la France a peine à sortir un vaccin. Donc si on peut repartir à la base, resensibiliser nos jeunes, leur donner envie de faire ces métiers-là et surtout après de réussir à les garder. Moi, je souscris à toutes ces politiques. Merci beaucoup Xavier Melki. Je rappelle que vous êtes maire de Franconville. Alors, apparition surprise du chef du gouvernement Jean Castex à la télévision vendredi soir. Il s'est exprimé à l'issue d'un nouveau conseil de défense sanitaire. La situation sanitaire reste mieux maîtrisée, je cite, en France. Il y a pourtant près de 27 000 personnes hospitalisées et plus de 3 000 en réanimation. Alors, pour nous donner une chance d'éviter un nouveau confinement, voici les nouvelles restrictions face à cette épidémie Covid-19 qui s'applique d'ailleurs dès aujourd'hui. Interdiction des déplacements en dehors de l'Union européenne, entrée ou sortie de notre territoire, sauf motif impérieux. Donc les vacances, il faut oublier. Et toute entrée en France à partir d'un pays de l'Union européenne sera conditionnée à la réalisation d'un test PCR à l'exception des travailleurs transfrontaliers. Tous les départements en provenance et en direction de tous nos territoires ultramarins seront également soumis à la production de motifs impérieux. Fermeture de certains centres commerciaux non alimentaires d'une surface de 20 000 m², en tout cas supérieure à 20 000 m², ce qui favorise, je cite bien sûr le ministre, le plus de brassage des populations, c'est-à-dire à peu près 400 centres vont fermer, mais bien sûr tous les commerces alimentaires dans ces centres restent ouverts. Ça concerne 25 000 commerces qui seront fermés en France. Les jauges seront également renforcées dans toutes les grandes surfaces, a dit le Premier ministre. Le quoi qu'il en coûte, les prêts garantis par l'État, le fonds de solidarité, le chômage partiel s'appliquera bien sûr pour tous les salariés et entreprises concernées. Le recours effectif au télétravail devra être renforcé dans toutes les entreprises où cela est possible et le principe s'applique également aux administrations publiques. Les policiers et gendarmes seront mobilisés pour contrôler le non-respect du couvre-feu, l'organisation des fêtes clandestines et l'ouverture de restaurants de manière renforcée. Je rappelle, attention, que les restaurants qui resteront ouverts, comme certains qui ont fait la une ce week-end, eh bien, verront leur aide suspendue pour 1 mois. C'est le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui l'a dit ce matin. Et bien sûr, respect des gestes barrières pour tous, port du masque. Là, je pense que la France s'est bien adaptée au port du masque. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? On va proposer à Guillaume Vuittet, parce que je vois qu'il hoche la tête. Juste peut-être une précision, c'est que pour les Outre-mer, il y a une tolérance entre guillemets jusqu'à demain, je crois, jusqu'au 2. C'est pas juste pour faire plaisir, c'est qu'il y a des nécessités. Les ultramarins qui vivent sur l'Hexagone subissent une situation très complexe depuis maintenant quasiment 1 an, ça fait 1 an que ça dure, et il était absolument nécessaire aussi de laisser un peu de souplesse par rapport à ça. Et je trouve que ça illustre bien l'attitude qu'on doit avoir par rapport à l'épidémie. On s'adapte tout le temps. Alors oui, on peut dire qu'on tâtonne, oui, on peut dire qu'on va, parfois il y a des choses qui vont dans un sens et dans l'autre, mais parce que l'épidémie elle-même évolue énormément. C'est ça le problème. Et donc aujourd'hui, on pense qu'il y a cette chance parce que de pouvoir éviter le confinement total. Et pourquoi c'est important? Parce que derrière tout cela, il y a en fait 3 piliers qu'il faut essayer d'équilibrer pour que les choses ne versent pas de façon dramatique. Un pilier sanitaire, éviter que le système de santé soit saturé. Pour l'instant, ça ne pouvait plus se permettre le luxe d'un nouveau confinement. Parce qu'il n'a plus les moyens de payer les gens à rester chez
on a encore aujourd'hui assez de réserves en France, mais il faut se dire que cette situation, on peut y être confronté. L'Italie n'arrive pas à verser des allocations chômage en temps et en heure. Il y a plusieurs mois de retard. Donc on ne peut pas on peut pas fonctionner à la légère avec l'économie. Nous avons un pays sur une bonne santé économique, quoi qu'on en dise, pour pouvoir assumer cela, mais néanmoins, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et puis le troisième pilier, c'est le pilier psychologique. C'est que, j'imagine que mes collègues élus qui sont là diront la même chose. C'est qu'on a tous les mêmes témoignages de gens qui n'en peuvent plus. Et donc, il faut à un moment donné faire en sorte qu'il y ait cette sorte de tension où on s'adapte, en effet, y compris d'ailleurs à cette tension-là. Vous savez, je vais vous donner un dernier exemple. J'ai reçu la lettre d'une dame qui était employée de Petit Chaboise, donc de droit britannique. Elle a été licenciée parce que c'est la crise, y compris pour eux évidemment, sauf que là, elle n'a droit à rien. Et dans ce cas, je me dis que tout compte fait, on est plutôt dans un beau pays quand même, hein, quand on voit les aides dont bénéficient aussi nos concitoyens. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, parce que c'est vrai que le gouvernement a bien dit et fait le quoi qu'il en coûte. Autre information, justement, on va continuer sur ce sujet du Covid et pandémie et aspect économique. C'est l'abandon du principal projet de vaccin de l'Institut Pasteur en raison des résultats décevants lors d'essais cliniques de phase 1. Une annonce stupéfiante après l'annonce décevante également de Sanofi au mois de décembre. Une cuisante défaite pour les 2 laboratoires français. Pour l'Institut Pasteur, une décision prise en raison de réponses immunitaires induites inférieures à celles observées chez les personnes remises d'une infection naturelle, ainsi qu'à celles observées avec les vaccins actuellement autorisés. L'Institut Pasteur est associé au laboratoire MSD, la filiale du groupe Merck qui a racheté la société biotechnologique autrichienne Themis en 2020. L'échec de l'Institut Pasteur et les difficultés de Sanofi pour trouver un vaccin suscitent des critiques sévères et posent la question de l'investissement français dans la recherche médicale. La France se montre ainsi incapable de produire en urgence les armes thérapeutiques pour stopper cette pandémie, alors qu'il n'y a pas si longtemps encore, l'Institut Pasteur se gorgeait de vouloir donner des leçons au monde entier. Quant à Sanofi, en décembre 2020, ils ont annoncé un retard d'1 an sur leur projet de vaccin contre la Covid, au moment où les laboratoires américains lançaient leur homologation de leurs produits. Et le 18 janvier, Sanofi a confirmé la suppression de 1700 emplois en Europe, dont plusieurs centaines de postes en recherche et développement, notamment en France, mais cela fait 10 ans que la direction supprime des postes de recherche. Le groupe avait indiqué fin 2019 vouloir rationaliser ses dépenses avec un objectif de 2 milliards d'euros d'économie d'ici à 2022, notamment en arrêtant la recherche dans le diabète ainsi que dans le cardiovasculaire. Dans le même temps, Sanofi investissait dans plusieurs startups de la biotechnologie tout en distribuant en avril 2020 à ses actionnaires plus de 4 milliards d'euros de dividendes puisqu'ils ont plus de 1,3 milliard d'actions. Cela pose la question de la subvention de la recherche par l'État puisque Sanofi a eu normalement des subventions via leur crédit impôt recherche. On a perdu la course au vaccin contre la Covid après avoir empoché 1,5 milliard d'euros de crédit d'impôt divers depuis 10 ans, a déclaré la CGT de Sanofi, qui, d'après eux, comptait plus de 6300 chercheurs en 2008 contre moins de 3500 actuellement. Vous comprenez mieux pourquoi ils ont proposé de mettre à disposition leur outil industriel pour produire des vaccins ces jours derniers de doses. En décembre 2020, les premiers résultats sur la phase 1 de l'essai clinique a montré une réponse immunitaire comparable à celle des adultes de 18 à 49 ans, mais une faible réponse immunitaire chez les personnes plus âgées. Donc, au total, 441 adultes en bonne santé ont participé à cette étude qui a eu lieu aux États-Unis. Donc, ce sera à condition que les résultats de la phase 2 soient probants. Le second candidat sur lequel portent les recherches de Sanofi, c'est un ARN messager. Il a été développé en partenariat avec Translate Bio. Le projet devrait entrer en phase 1 seulement des cliniques au début de cette année, c'est-à-dire là, d'ici 1 mois ou 2. Le groupe travaille donc à pied d'œuvre dans 6 pays et collabore avec de multiples sites de production partenaires pour compenser justement et pour fournir des vaccins en quantité suffisante, a précisé Vincent Ingot, le responsable des affaires industrielles du groupe Sanofi. Le groupe fournira par ailleurs le mécanisme COVAX mené en coopération
par l'OMS et Gavi Alliance du vaccin, dont le but est de garantir à tous les pays du monde un accès juste et équitable au vaccin contre la Covid. C'est pourquoi l'accord Sanofi-BioNTech rend réalisable la commande européenne de 600 millions de doses de vaccins, estime Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'industrie sur France 2. Cet accord permettrait de produire plus de 100 millions de doses à partir du mois d'août. Une cadence donc régulière jusqu'à la fin de l'année. 3 fabricants vont produire ces vaccins. Je rappelle qu'il s'agit de Recipharm, Delpharm et Fareva dans le courant de l'année 21. La présidente de la Commission européenne a indiqué qu'elle allait faire des propositions en matière de contrôle des exportations suite à l'annonce des retards de livraison par le laboratoire britannique AstraZeneca. Une annonce faite à l'heure où les critiques fusent sur le retard de commande de la France de 3 mois, tout comme celle de l'Europe de 3 mois aussi. Mais quand Washington ajoutait 10 milliards de dollars au financement de la crise sanitaire avec l'opération WRAP, Speed, dès le mois de mai 2020, Bruxelles disposait alors, elle, seulement de 3 milliards de dollars. Anne Buchet, ancienne directrice générale de la santé à la Commission européenne, dans une note pour le think tank Terra Nova, publiée le 22 janvier, cite notamment la BARDA, la Biomedical Advanced Research and Development Authority, établie aux États-Unis depuis 2006, qui vise à maintenir une capacité de production nationale de vaccins et à attirer les chercheurs. Je cite, « Les subventions à la recherche et à l'investissement sont en effet pour contrepartie l'implantation d'unités de production sur le sol national, une politique industrielle en matière de santé qui contraste avec celle de l'Union européenne. » La Commission européenne vient en effet seulement d'adopter en novembre 2020 un projet d'Union européenne de la santé. Selon le cabinet de conseil McKinsey et compagnie, les biotech en Europe reçoivent 5 fois moins que de financement privé que leurs homologues américaines. Et je vous rappelle que le Japon a obligé AstraZeneca à produire les vaccins pour le Japon. Au Japon, ils montent donc une usine spécifique. J'ai fait l'annonce la semaine dernière. Alors la question que je vais vous poser à mes invités du jour, puisque j'ai la chance d'avoir à mes côtés un sénateur, un député, un maire, c'est quelle souveraineté? La première qu'on se pose, c'est la question, bien sûr, ce sont les questions des auditeurs. Quelle souveraineté pour la France et pour les vaccins? Qu'en est-il du manque d'aiguilles, du manque de doses? Mais c'est valable aussi dans plein d'autres métiers industriels. On voit que, par exemple, il existe... D'abord, est-ce que vous savez qu'il existe 140 laboratoires qui recherchent? On voit que, par exemple, le petit laboratoire de Nantes, Valvena, je crois son nom, a déjà des commandes de l'Écosse, mais nous, les Français, on ne commande qu'au grand labo. Qui veut commencer à répondre? Sénateur. Sénateur Sébastien Meurant. Car la France, c'était, les Français l'oublient peut-être, ne le savent pas, le premier producteur de médicaments jusqu'à la fin des années 2010 d'Europe. On était le premier. On a des grands noms de la science, et vous parliez des femmes tout à l'heure, Marie Curie vient spontanément à mon esprit. Nous étions donc au numéro 1, devant l'Allemagne, devant la Suisse, devant l'Italie. Et aujourd'hui, nous avons rétrogradé et nous sommes 5e ou 6e. Et en très peu de temps. Et les Français ont été surpris aussi de constater que ce pays qui avait, pour l'OMS, le meilleur système de santé au monde en 2000, nous avons rétrogradé, nous sommes dans les 20e, en simplement 20 ans. Et que les substances essentielles pour produire des médicaments, on dépendait, sur certains médicaments, à 70-80% de la Chine et de l'Inde. Donc la question de souveraineté est une question de liberté. Elle se pose évidemment, et sur un petit objet. Et ça tombe, nous sommes le 1er février, l'année dernière, presque jour pour jour, la ministre de la Santé de l'époque, Mme Buzyn, déclarait « Wuhan, c'est contrôlé, il n'y a aucun risque, ou pratiquement, je crois pratiquement aucun risque que ça vienne en Europe et surtout en France. Et si jamais ça arrivait, nous avons des masques en quantité, nous avons fait des stocks, tout va bien. » C'était il y a 1 an, jour pour jour. Même sur des masques, un petit bout de tissu, on n'a pas été capable de fournir les masques nécessaires aux gestes barrières, ce qui est le minimum. Et là, se pose le problème tout simplement de la confiance envers les autorités, quelles qu'elles soient, depuis des années. On a délaissé l'essentiel. Pour parler de souveraineté, il me semble que la souveraineté en matière de santé, c'est nécessaire, c'est absolument nécessaire. Et ce qui est aussi nécessaire, c'est une forme d'humilité par rapport à ce qui nous arrive. Non, ce n'est pas la première fois que nous subissons en France une épidémie. Il y en a toujours eu à travers l'histoire de l'humanité, et nous vivons avec les virus et bactéries.
Et simplement, eh bien, il faut anticiper. Et je laisserai mon collègue, le maire de Franconville, parler de l'ancien maire de Franconville et qui était sénateur du Val d'Oise, qui avait travaillé sur ce qu'on appelle l'EPRUS et qui avait annoncé eh bien, la disparition progressive des stocks de masse que nous avions. Parce que nous avions fait ce genre de choses. Et pour les Français, il doit savoir que les épidémies font partie des risques majeurs. Et les livres blancs sur la défense, 3 livres blancs sur la défense, ont identifié cette question des épidémies ou des risques viraux, qu'ils soient d'origine naturelle ou tout simplement d'origine terroriste ou d'une attaque par un autre État. Donc dire qu'on n'avait pas envisagé subir ce genre d'épidémie, c'est méconnaître les systèmes, notamment les livres blancs sur la défense. Et là, cette question, elle est fondamentale pour reconquérir. Nous avons des cerveaux. La preuve, c'est que l'inventeur du vaccin Moderna est un Français, mais qui est parti réussir aux États-Unis. Et on a cette question qui est très... Je crois qu'on a déjà parlé de ça aujourd'hui. Ici même, je veux dire, dans le Val d'Oise, nous avons une entreprise, une pépite qui fait des stents pour le cerveau ou pour tout ce qui est maladie cardiaque. Mais cette entreprise-là, elle vend 4 fois plus cher aux États-Unis qu'en France. Les mêmes produits. Et le problème, c'est de produire. Ce n'est pas évidemment de vendre ces produits. Donc vous imaginez bien que, économiquement parlant, il est plus intéressant de vendre aux États-Unis qu'en France. Là, il y a une question par rapport au financement de la recherche. Alors, c'est des sujets qui sont vastes et qui sont passionnants, mais il faut pouvoir garder sur le territoire national, et vous avez mentionné la CGT, évidemment, il n'est pas normal de financer des grands labos qui licencient des chercheurs et qui rachètent des entreprises à l'étranger ou qui financent une recherche à l'étranger. Et là, la question de la souveraineté se pose. On est au cœur du sujet dans ce domaine-là comme ailleurs. Voilà. Justement, certains pays, quand ils subventionnent, égrènent finalement la subvention en contrepartie de résultats. On voit d'ailleurs que les pays d'Asie, quelquefois, demandent des pourcentages sur les bénéfices. La Chine, je pense à la Chine en particulier. Pourquoi est-ce qu'en France, on ne pourrait pas penser à ce genre d'outils? Ou bien pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place une BARDA comme les Américains? Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume Vuittet? Il y a plein de questions. Là, c'est un domaine extrêmement vaste. Alors, par où prendre le sujet? Peut-être d'abord par l'état de la recherche. De fait, alors je ne serais pas d'accord avec tout ce que vient de dire Sébastien, mais il y a 2-3 choses sur lesquelles nous avons un constat commun. Et le constat commun, c'est qu'on a baissé la garde en matière de recherche depuis très très longtemps. Et c'est vrai sur le plan sanitaire, mais c'est vrai dans d'autres domaines d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui est tout à fait dommageable. Puisque nous sommes tombés d'accord entre sénateurs et députés, on va inventer la loi sur la programmation de la recherche qui a été votée il y a très peu de temps, qui passe il y a très peu de temps, qui met quand même 25 milliards d'ici 2030 sur la table. Mais qui est, à mon sens, davantage un rattrapage qu'une prise d'avance. On est en train de rattraper un retard. Est-ce que vous voulez nous dire qu'on est seulement en train de prendre conscience de notre retard, finalement, que grâce à cette loi, on met enfin les points... Ça me tendrait de dire que oui, c'est un peu ça quand même. On est dans les faits, on a quand même là-dessus laissé, on a laissé la garde à bien des niveaux. Mais cette forme d'inconséquence qui fait qu'à un moment donné, on se dit que le risque sanitaire n'arrivera jamais, qu'on se dit que le risque climatique n'arrivera jamais, on se dit que, etc., etc. On peut égrener des risques là-dessus. C'était aussi un confort dans lequel nos sociétés ont voulu se maintenir à un moment donné parce qu'ils ne voulaient pas en payer le prix. Sur le plan européen, je remarque, et c'est quelque chose qui me réjouit, parce que c'est aussi dans mes origines politiques proches de Jean-Pierre Chevènement, je remarque que l'Europe a changé de pied. Alors, peut-être pas suffisamment, mais quand même, elle commence en tout cas à changer de pied, et que cette vision idyllique d'un marché libre et non faussé qui permettrait, grâce à la concurrence, de tout bien coordonner, a quand même un petit peu du plomb dans l'aile, et qu'aujourd'hui, on découvre les vertus, la nécessité d'ailleurs d'une souveraineté, au moins à l'échelle européenne. C'est peut-être là où j'aurais une nuance. C'est que moi, je ne condamne pas le fait que des laboratoires achètent d'autres laboratoires, partagent leurs recherches. On est quand même aujourd'hui sur des enjeux et financiers, quand il s'agit de recherche, et techniques. Et là, je vais être avec plus grande humilité parce que je ne sais pas grand-chose. Alors, je savais qu'il y avait en effet à peu près 150 laboratoires français, parce qu'il se trouve que les enfants étaient économistes de la santé, même si ce n'est pas du tout proche de mes idées politiques, mais voilà. Mais ça, c'est des connaissances un peu fortuites. Mais de fait, on a un tissu qui reste très vivace, il faut le soutenir absolument. Il faut aussi pour ça des coopérations. Et les coopérations doivent se faire, à mon sens, à l'échelle européenne. Parce que là-dessus, il y a un savoir-faire d'ailleurs qui est partagé. Le nôtre reste vivace, même si nous avons un peu décroché d'un certain nombre de choses. Vous savez, j'ai observé des réactions à la loi sur la programmation de la recherche. Il y a eu des réactions parfois assez surprenantes, mais en fait, je pense aussi qu'on a une forme d'organisation de notre recherche, de bureaucratisation des choses qui n'aide pas dans tout ça. Et c'est vrai aussi du rapport de la puissance publique à cette recherche qui doit être, à mon avis, dynamisée, c'est très clair.
Alors vous venez de dire qu'on a une organisation qui n'est pas au top. Est-ce qu'on en a conscience? Comment va-t-on faire pour réagir? C'était l'objet, alors c'était pré-Covid, on va dire, puisque je crois que c'est le 20 décembre que la loi a été publiée sous ton contrôle, Sébastien, excusez-moi. Enfin, pas là, hein, mais donc il y a tout un travail qui avait été fait en amont de cela. Je pense qu'il y avait une prise de conscience forte qui, encore une fois, a permis, quand il y a un accord entre le Sénat et l'Assemblée sur une loi, c'est qu'a priori, on est arrivé à une forme de consensus qui témoigne d'une prise de conscience partagée. Bon, alors, on peut avoir des nuances sur les solutions, mais c'est qu'on est prêt à faire quelque chose, on arrive à une forme de concorde dans la décision prise. Et je crois que oui, il y a une prise de conscience qui n'est pas si ancienne. Alors, on trouvera toujours des tas de gens qui nous disent oui, mais on le dit depuis longtemps. Et sans doute pour certains d'entre eux étaient-ils des lanceurs d'alerte tout à fait utiles. Mais dans les faits, c'est maintenant qu'on s'en rend compte, c'est maintenant qu'on s'est mis à agir. Xavier Melki, vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord. Si vous voulez, je pense qu'il y a deux sujets différents. Le premier, c'est comment on gère la crise immédiatement, la gestion de crise. 140, 150, 160, 200, autant de laboratoires qu'on veut. Faut pas avoir fait une grande école d'ingénieur pour savoir que tous ne trouveront pas. Et ce qu'il a manqué, c'est du leadership. Il a manqué un leadership international, capable de mettre les laboratoires autour de la table en disant bon, écoutez, maintenant, ça suffit, vous allez trouver. Et puis une fois que vous aurez trouvé, vous serez indemnisé. Et c'est bien normal, c'est le fruit de votre travail. Par contre, vous allez libérer les licences. Par contre, vous allez libérer le savoir pour que les chaînes de production puissent fonctionner à plein régime. Ça n'a pas eu lieu. En 2008, quand Lehman Brothers tombe, il y a le lien franco-allemand avec les États-Unis. Ces trois pays, ensemble, ont tenu l'économie. Aujourd'hui, on n'a pas eu ça. On a eu des États-Unis qui ont été absents, on connaît leur histoire. On a une France qui a été absente, on connaît les résultats. Des masques, des tests et maintenant des vaccins. On a une Europe qui a été absente. Mais ça, il faut le gérer maintenant. Et après, oui, je rejoins totalement mes collègues parlementaires. Il faut construire demain. Mais ce n'est pas de la faute du gouvernement actuel, ce n'est pas de la faute des gouvernements passés. On a une déliquescence qui s'est faite des différents budgets année après année. Mais aujourd'hui, il ne fallait pas avoir fait des grandes écoles pour savoir qu'à un moment donné, il y aurait une pénurie de vaccins si on n'organisait pas la production. C'est mathématique et c'est mécanique. Et ça n'a pas été fait. Cependant, on voit très bien que dans d'autres pays de l'Union européenne, notamment des pays de l'Est, ils arrivent à avoir déjà vacciné une bonne partie de leur population. Et nous, finalement, on va être parmi les derniers, puisque d'après ce que je pense que les Français ont compris, qu'on n'aura pas vraiment de doses pour vacciner en masse avant le mois de mai, peut-être le mois de juin, en tout cas à l'automne, on espère. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume Vuittet? Il faut pas être trop injuste non plus, parce que quand même, on vaccine en masse. On se vaccine en masse, mais c'est la question d'échelle. C'est qu'aujourd'hui, on a 66 millions de Français à vacciner et il y a des enjeux considérables. Aujourd'hui aussi, on a des vaccins qui sont réputés fiables chez nous. Je suis sans vouloir être désagréable avec aucun système de recherche, mais enfin, je ne suis pas sûr qu'il y ait la même rigueur sur un certain nombre de vaccins qui circulent un peu partout. Et donc là-dessus, en effet, c'est aussi un arbitrage de dire est-ce qu'on garantit quand même un minimum de sécurité. Le fait que ces vaccins apparaissent en à peu près un an, est quelque chose qui est, sur le plan des protocoles sanitaires et scientifiques, hallucinant. Absolument, là, c'est vrai. À quel niveau on descend la garde? Si jamais on décide que n'importe quel produit est un vaccin valable, en effet, on peut injecter à tout le monde. Hein. C'est juste ce qui manque, c'est les soins et les infirmières, ce qui est un vrai sujet d'ailleurs, par ailleurs. Mais il se trouve qu'on a voulu, je parle entre autres particulier sur le seringue et les flacons, qui sont un vrai sujet aussi, parce que la chaîne de production, elle n'est pas que sur les produits les plus sensibles, elle est partout. Est-ce qu'on aurait pu bâtir un leadership au niveau européen mieux qu'on l'a fait? On peut toujours critiquer. Je pense que, pour autant, l'Europe a réussi à bâtir un système de commande en commun, en mobilisant des entreprises qui ont travaillé dans ce sens. On a aujourd'hui une polémique, certes, avec une entreprise qui veut fournir son marché en priorité, en l'occurrence le marché britannique, mais enfin, ce que j'ai compris, c'est que ça n'avait pas beaucoup d'incidence. De fait, les industriels de la pharmacie sont face à des enjeux monstrueux en termes de quantité. Et Sébastien Morand le rappelait tout à l'heure. On a 80, je crois que c'est. Alors, il ne faut pas que je cite la marque, donc c'est paracétamol et pas la marque. Il y en a 95% qui sont produits en Inde. Absolument. De fait, la mondialisation heureuse, qui elle aussi a vécu au travers de cette crise, a provoqué un transfert de production vers les pays à bas coût, dont on subit aujourd'hui les conséquences. Parce qu'évidemment, l'Inde, paracétamol, j'ai toujours évité la marque, qui était un peu le seul traitement. Moi, quand j'ai été malade, j'ai été traité au paracétamol. Alors, c'est un traitement de choc et de pointe. Donc, évidemment, les Indiens ont voulu privilégier leur population, ce qui peut se comprendre, évidemment, à ce niveau-là.
Voilà, donc c'est aussi, on subit pour le coup les conséquences de cette soi-disant mondialisation heureuse qui a abouti à des transferts majeurs de capacité de production dans les pays à bas coût. Sébastien Meurant, vous voulez réagir? Moi, la mondialisation heureuse, je n'y ai jamais cru. Parce que moi, je crois à la nation, je crois à la souveraineté, je crois à la souveraineté qui est la liberté des peuples. Et là, je crois que, donc, tu as rappelé ton côté chevènementiste, pas que Chevènement ou toi à l'époque ait pu parler de mondialisation heureuse, non. Les États sont en compétition, les États n'ont pas d'amis, et il n'y a pas pour moi, tu as parlé d'un mot souveraineté européenne, pour moi ça n'existe pas, la souveraineté européenne. C'est une antinomie. Non, il n'y a pas de peuple européen, il ne peut pas avoir de souveraineté européenne. C'est pas possible. En fait, on est trop naïf, hein, même à l'Europe. On est très naïf, mais surtout c'est qu'on a abandonné même. Là, moi, ce président qui a parlé de citoyen européen, eh bien non, la citoyenneté, elle ne peut pas être européenne. La citoyenneté est française. Après qu'on ait des accords évidemment avec des pays européens, et ça a toujours été le cas de la France. Nos rois avaient des accords avec les rois qui se trouvaient en Europe, bien entendu. Donc, mais le concept de souveraineté doit, pour moi, faire appel à au rôle de l'État. Il faut aujourd'hui reconstruire l'État, il faut reconstruire le système sanitaire. Et depuis un an, malheureusement, comme le disait tout à l'heure Xavier, que ce soit sur les tests, que ce soit sur les masques, sur les vaccins, on va d'échec en échec. Et c'est un fait, et c'est terrible pour le système français, qui était, je vous rappelle, pour l'Organisation mondiale de la santé et pour les Français au numéro 1. Donc ça, c'était cette espérance, c'est l'histoire ancienne. Donc comment reconstruire? Eh bien, je pense qu'il faut repartir de la base, avoir une forme d'humilité par rapport à ce qui nous arrive, mais dire la vérité aux Français et pas vivre mensonge après mensonge. On a vu, il n'y a pas si longtemps, la grippe H1N1, la grippe du poulet, on a été capable de vacciner. Et on a été capable, en faisant appel à la médecine libérale, en faisant appel aux collectivités, en faisant appel à l'ensemble des Français, mais en leur disant la vérité. Et là, on a peut-être, puisque à l'époque, Mme Bachelot a été accusée d'avoir surprotégé, d'avoir exagéré peut-être, et donc ça a coûté de l'argent. Mais au final, moi, je regrette une stratégie, qui est une stratégie d'avoir confiné les Français et de ne pas avoir été capable de confiner les malades. Cette nécessité de détester qui étaient malades. Après de pouvoir les isoler, après de pouvoir les soigner. Et moi, ce que je ne comprends pas, et je trouve que j'ai interrogé un ministre la semaine dernière sur la poursuite de la fermeture des lits d'hôpitaux et des hôpitaux, et dans notre département. Et là, j'ai un questionné le ministre sur l'hôpital de Moisselles à Tinville, où notamment il y a une partie psychiatrie importante, et Dieu sait si 23% des Français souffrent d'être confinés, isolés, et notamment les jeunes. Et moi, cette pandémie, il faut quand même rappeler les chiffres. Certes, il y a une surmortalité. Il y a une surmortalité pour les plus de 75 ans très forte. Il y a une surmortalité pour les plus de 65 ans également qui est notable. Par contre, en deçà de 65 ans, il n'y a pas eu de surmortalité. Et moi, je pense à tous les jeunes qui, effectivement, n'ont très peu de raisons d'être confinés, enfermés, et quelque part, on leur vole une partie de la jeunesse. Et je pense également à notre économie, parce que ça ne va pas tenir. On peut, quoi qu'il en coûte, ça se termine un jour. Et si l'Espagne n'a pas confiné dans les restaurants, si d'autres pays, l'Autriche, si la Suisse dans certains cantons, si l'Italie n'ont pas confiné, c'est que peut-être c'est pas nécessaire. Et là, véritablement, pour prendre le RER B, je pense que tu vas le prendre aussi. On peut se voir qu'on est très nombreux et que sur les pistes de ski. Pardon ? Sur la ligne H. Moi, je prends le B, et je peux te dire que sur le B, et quand on a des scientifiques, les scientifiques, en fait, vous mettez 3 médecins autour de la table, ils ne vont pas être d'accord. Donc il faut cette forme d'humilité, il n'y a pas une vérité révélée, et moi j'étais très choqué. Tu parlais du paracétamol. On a interdit, au début de l'année 2020, un médicament qui était prescrit depuis des décennies, notamment pour l'hydroxychloroquine. On a interdit les médecins de soigner comme ils l'entendaient. Et la liberté du médecin. On a en fait attaqué toutes les libertés, y compris les libertés scientifiques. Et là, je trouve ça c'est très, très grave. Alors, on s'éloigne un peu du champ, mais c'est en fait, nous avons une politique qui est le fruit de choix et qui, pour moi, ne sont pas les bons. Moi, je suis un des rares qui n'a pas voté la poursuite de l'état d'urgence sanitaire au Sénat la semaine dernière, parce que je trouve qu'on met à bas nos libertés, y compris les libertés scientifiques. Quand je vois des professeurs, et il n'y a pas que Raoult, qui sont en train d'être poursuivis par l'ordre des médecins, je me dis qu'il y a une dérive qui est inquiétante.
Justement, Sébastien Meurant, vous abordez un sujet, une question que les auditeurs voulaient que je vous pose, c'est finalement, messieurs les parlementaires, messieurs les membres de l'État finalement, hein, puisque vous êtes tous représentants de notre citoyenneté justement, où est l'anticipation? On ne fait que du palliatif. Maintenant, on a quand même bien compris comment ça se passait. Ce fameux virus, il va bien falloir s'habituer à vivre avec, puisqu'on en est au virus 1, maintenant le 2, le 3 qui arrive, on voit les variants arriver. On ne va pas pouvoir vivre comme ça éternellement. Donc, quand peut-on, pourquoi ne fait-on pas d'anticipation? Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume Vuittet? D'une part, juste un petit point, il faut se rappeler que le grand scandale Roselyne Bachelot, c'était pour 50 millions de vaccins. Aujourd'hui, on se plaint de ne pas en avoir 300 millions. Il faut quand même se rendre compte un petit peu de la différence des volumes. Il y avait qu'une dose à l'époque. Oui, non, mais enfin, déjà, on jugeait que c'était complètement inconsidéré d'avoir osé recommander jusqu'à 450 millions de vaccins. Donc il faut avoir un peu de distance. Et évidemment, on a une réaction par rapport, quelque part, le résultat fait entraîne le jugement et c'est parfois un petit peu injuste. Sur notre département, je crois qu'on en a à peu près, alors les chiffres de une semaine, mais c'était à peu près 10 000 personnes vaccinées, de mémoire. Et avec, on doit être un peu plus maintenant, c'était les chiffres du 25, c'est le préfet. D'ailleurs, je remercie beaucoup le préfet parce qu'il nous informe en temps et en heure et vraiment de façon extrêmement rigoureuse, et c'est très, très utile pour nous évidemment. Il y a 9 centres de vaccination. Bien sûr. Pourquoi on peut, alors on peut anticiper, on peut avoir des systèmes où on essaie de prévoir comment faire réagir notre système de santé. Alors je ne serais pas d'accord avec Sébastien Meurant là-dessus. Moi je pense qu'en effet il fallait continuer. Je pense qu'on ne peut pas demander aux gens de porter leur âge en bandoulière pour savoir s'ils ont plus de 65 ans ou moins. On ne peut pas demander, parce que là pour le coup ce serait une méchante restriction des libertés publiques. On ne peut pas non plus demander aux gens d'être avec une sorte d'étiquette sur j'ai été touché ou pas. À un moment donné, de toute façon, l'autre problème qui est posé, c'est que plus le virus se développe, plus c'est l'ensemble du système de santé qui est menacé. Ce n'est pas uniquement les personnes qui sont touchées par le virus, c'est aussi les personnes dont on est obligé de décaler les interventions parce que les salles d'opération sont occupées par des personnes qui sont en réanimation. C'est aussi les personnes dont on ne peut plus faire en sorte qu'elles soient reçues par des soignants parce que les soignants sont soit épuisés, soit malades eux-mêmes. C'est pour ça qu'on a, encore une fois, ces trois piliers. D'un côté le côté sanitaire, de l'autre côté le côté économique, on l'a bien vu, et troisièmement le côté psychologique. Mais les trois se tiennent. Si jamais on a un effondrement sanitaire, ne vous inquiétez pas que ça va tomber sur l'économie et sur le psychologique du pays. Donc derrière, je reviens à votre question. Est-ce qu'on peut anticiper? Oui, dans une certaine mesure, faire en sorte, et on le fait mieux maintenant qu'on l'a fait lors de la première vague épidémique, parce que l'effet de surprise, entre guillemets, la sociale n'est plus là. Donc, moi, ma fille aînée est médecin, donc elle m'a raconté comment, même sur les réanimations, on procédait différemment. C'était beaucoup moins lourd, beaucoup moins invasif. Du coup, ça permet de gérer mieux et puis aussi de moins traumatiser les personnes qui sont malades, évidemment. Donc, on a cette forme d'anticipation, mais soyons clairs, on sait que les variants vont arriver, on ne connaît pas leur dangerosité, on ne sait pas quand ils vont arriver, on sait qu'aujourd'hui, j'ai entendu le professeur Combe qui disait que le variant brésilien, et j'étais avec le professeur Benargar sur un plateau, le variant brésilien a l'air d'être plus sévère que les autres, mais c'est encore, ils le disent avec beaucoup de prudence, parce qu'ils ont peu de recul par rapport à tout ça. Donc à chaque fois, en effet, on s'adapte. Et on s'adapte avec ces trois piliers. Là, aujourd'hui, on sent bien que ce soit pour les jeunes, pour les petits commerçants en particulier, où on a pris le parti de là, plutôt faire peser d'efforts sur les grandes surfaces, plutôt que sur les petits commerçants. Sans doute, il y a une forme, et c'est compatible avec les exigences sanitaires, mais c'est aussi parce qu'on sait qu'économiquement et psychologiquement, il était absolument nécessaire de relâcher un peu la pression. Merci beaucoup Guillaume Vuittet. Je rappelle que vous êtes député pour le Val d'Oise. Alors, je voudrais vous faire part de la lettre que j'ai reçue de Pascal Doll, le président de Roissy Pays de France, qui interpelle le gouvernement sur la campagne de vaccination et qui demande plus de transparence. Il rappelle que sa communauté de communes est à cheval sur 2 départements, le Val d'Oise et la Seine-et-Marne. Elle regroupe 42 communes pour 354 000 habitants. À ce jour, 3 centres de vaccination sont opérationnels, un à Gonesse, l'autre à Goussainville, l'autre à Sarcelles. Il dit juste qu'aucun centre ouvert sur nos 17 communes de Seine-et-Marne. Les habitants doivent aller jusqu'à Meaux ou à Coulommiers pour se faire vacciner. Il dit que pour les plus de 75 ans, de toute façon, d'avoir seulement 3 centres sur un territoire aussi étendu, bien sûr, c'est beaucoup trop difficile pour certains qui ne peuvent pas y arriver.
Donc voilà, et il craint bien sûr pour la suite. Il dit que l'économie dans son secteur est à genoux, puisque lui, il est très impacté par l'aérien, le tourisme, l'événementiel et l'hôtellerie. Et il signale que ce sont des familles entières qui travaillent sur la plateforme aéroportuaire qui sont au chômage. Donc il est il est quand même assez inquiet. Xavier Melki, vous n'avez pas de centre ouvert à Franconville. Bon, il faut dire que seulement 40 doses arrivent par jour dans les centres ouverts actuellement, puisque comme je l'ai rappelé, on manque de doses. Vous êtes un heureux maire, j'allais dire. Du coup, vous ne vous êtes pas fait insulter la semaine dernière? C'est ça, c'est presque ça. Je compatis avec l'ensemble de mes collègues qui doivent gérer la pénurie, parce qu'aujourd'hui, le problème n'est pas le centre de vaccination, c'est plutôt les doses. Nous, on a cette particularité sur Franconville de disposer d'un centre de santé municipal. Donc on a des médecins, on a des ophtalmos, on a des généralistes, on a plein de types de professions différentes. On a des infirmières, on a du matériel, on a des frigos pour conserver les vaccins, alors pas les moins 80 degrés, hein, j'ai pas la prétention d'avoir des frigidaires comme ça. Mais et on a même un étage de libre. Voilà, donc plus que les doses et les aiguilles, et je prends le reste en charge. Ceci étant dit, on n'a pas pu ouvrir ça parce que c'est vrai qu'on a un travail qui est très bien fait avec le préfet. On a des réunions régulières. Je sais qu'il est très proche des parlementaires et également des élus locaux. C'est peut-être pas le cas dans tous les autres départements. En tout cas, dans le Val d'Oise, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Tous les préfets sont bons, mais nous, c'est vraiment très bon. Voilà, il faut le souligner en tout cas. Pour autant, ça n'enlève pas quelques aspects un peu obscurs, notamment du choix d'implantation. Moi, je me suis entendu dire que c'était en fonction de l'âge. Donc, j'avais peut-être trop de jeunes sur mon secteur. Vous l'interpréterez différemment, peut-être. Et voilà, donc ça s'est fait vraisemblablement sans les discussions avec les élus locaux, en tout cas en ce qui concerne les implantations. Naturellement, une fois que le choix a été porté, on a appelé le maire en lui disant « Écoute, on va faire quelque chose chez toi ». Et là, on était bien heureux. Mais voilà, après, on n'a pas les mêmes difficultés sur Franconville que Pascal, par exemple, ou j'allais dire Franconville-Hermont ou Franconville-Taverny, c'est quelques kilomètres, c'est pas énorme. Donc on peut s'organiser, se coordonner. On peut même mettre à disposition, je crois que le département l'a fait, de mettre à disposition le réseau, le département a mis à disposition le réseau PAM pour pouvoir en transporter les seniors. Les villes aussi peuvent s'organiser pour ça. Mais les transporter où? Et pour faire quoi? Donc on en revient à l'éternel, à la sempiternelle question. Moi, ce qui m'a frappé, si vous voulez, quand vous parliez d'anticipation, la semaine dernière a été incroyable. Il n'y avait pas un jour sans que le cap ne change. On a même eu un matin, sur une matinale, 2 ministres, sur 2 émissions différentes, qui disent 2 messages différents. Et la gestion de ces crises, on a pris 3 vagues sur le virus, on a pris 3 vagues également dans l'opinion publique. On a eu une première phase, on a fait confiance. C'était relativement unanime. La première vague a été gérée en toute confiance. Ensuite, il y a eu de la méfiance, quand on nous a expliqué que les masques n'étaient pas pour tout le monde. Il n'y a pas besoin, ça ne sert à rien. Et là, on arrive dans une phase qui est logique, qui est une phase de défiance. Et là, il faut s'appuyer sur les élus locaux. Il faut vraiment s'appuyer sur nous. On ne pourra pas tout faire. On ne pourra pas ouvrir les centres de vaccination partout. Mais il faut qu'on sache exactement ce qu'il en est. Et je m'associe complètement à ce qu'a fait Pascal. L'AMF l'avait fait également, de demander la toute transparence. Dans ces cas-là, il faut dire les choses le plus simplement possible et le plus efficacement possible. Merci Xavier Melki. Je rappelle que vous êtes maire de Franconville et ce que je retiens de ce que vous avez dit, c'est que vous avez des infirmières et vous avez de l'espace pour éventuellement faire un nouveau centre dans le futur. Ils ont aussi des malades, il ne faut pas occulter le fait que... Non mais c'est vrai, il faut aussi continuer de traiter les maladies quelles qu'elles soient, c'est bien la formation des hôpitaux. D'ailleurs, je vais vous faire un petit point particulier sur le Covid. Donc, le nombre de patients en Ile-de-France a passé la barre des 5000, dont 472 dans le Val d'Oise, soit une augmentation de 19 patients. En Val d'Oise, le nombre de patients décédés du Covid est d'une 30aine par semaine. Le variant anglais représente déjà 10%, d'après les infos que j'ai, qui émanent justement du préfet. Sur le Val d'Oise, on compte 40 patients positifs au variant anglais et au variant sud-africain. Il faut faire face à la baisse d'approvisionnement des vaccins. Pfizer, qui s'était engagé à livrer 530 000 doses par semaine à la France, n'en livre que 320 000. Moderna, qui s'était engagé à livrer 700 000 doses, n'en livrera en février que 560. Et AstraZeneca, ne pourra livrer que 30% des doses qu'il s'était engagé à fournir. Par contre, la campagne de vaccination dans le Val d'Oise s'achève dans les EHPAD.
Les grandes surfaces et les magasins doivent respecter maintenant la jauge de 8 à 10 mètres carrés entre chaque client. Et donc, une dotation exceptionnelle de soutien à l'investissement pour un montant de 12,5 milliards d'euros sera donnée au Val d'Oise. La deuxième phase représente 9,5 millions d'euros. Pour la restauration, il sera autorisé l'ouverture de restaurants pour les ouvriers du bâtiment pour la pause du midi et une liste précise sera établie par la préfecture. Voilà, il faut savoir que à côté de la situation sanitaire, des élèves commencent à être testés positifs, tout comme 50 cas parmi le personnel de l'éducation nationale. Et au niveau économique, eh bien, il y a 333 000 demandes d'activité partielle, un rebond de 8 200 cas, enfin j'arrondis bien sûr, depuis le 29 octobre. Les montants d'indemnité, je rappelle, sont de 520 millions d'euros pour le Val d'Oise. Des écoles primaires et maternelles ont été fermées cette semaine, celles de Villaines-sous-Bois, de Soisy, d'Aubonne et de Saint-Martin, et puis aussi celle de Saint-Leu-la-Forêt, celle du Rosaire exactement. Et puis je voulais vous dire que Bruno Le Maire a annoncé ce matin que la fermeture des commerces annoncés, c'est-à-dire ceux de 400 mètres carrés et plus, eh bien c'est une baisse de 6 milliards par mois de perdus, alors que quand les magasins tous sont fermés, comme on a connu auparavant, c'était 15 milliards de moins dans les caisses de l'État. Donc ça fait quand même réfléchir au niveau économique. Quelle est la situation pour vous, Xavier Melki, pour vos entreprises du Val-Parisis, puisque c'est une énorme zone, voire l'une des plus importantes du Val d'Oise? C'est une situation qui est évidemment très difficile. Après, la communauté d'agglomération a fait comme, j'allais dire, toutes les collectivités pour essayer d'être au plus juste et au plus près. Exonération de loyer, exonération de taxes, etc. J'ai eu, la semaine dernière, vendredi, j'ai reçu un courrier d'un commerçant franconvillois qui m'annonçait la mort dans l'âme, qui fermait boutique, un restaurant qui fermait. Voilà. Donc j'espère que ce ne sera pas le premier d'une longue série, je le crains. Mais en tout cas, j'ai eu ça. Donc la vie quotidienne, c'est aussi ça. C'est on parle de chiffres de 10, 15, 20 milliards. C'est complètement abstrait pour les gens. Aujourd'hui, vous avez des personnes. On a un autre restaurant qui a ouvert, qui a dû ouvrir, si je ne dis pas de bêtises, juste avant le premier confinement. C'est une femme qui s'est lancée dans son affaire, qui n'a aucun passif, aucun bilan, rien. Donc elle n'a aucune aide. Bien sûr. Et voilà, c'est aussi ça qu'on souffre, qu'on vit, cette souffrance-là des gens. Et vous parliez de la restauration, il y a également la restauration scolaire, et il y a un curseur qu'on ne prend pas assez, c'est les consultations chez les pédiatres et pour les problèmes psychologiques des enfants, qui vont être aussi demain une vraie difficulté. Donc la situation économique est, comment dirais-je, en grande souffrance, c'est sûr. Le quoi qu'il en coûte, je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution à faire, il n'y avait pas d'autre choix. De toute façon, si on ferme, il faut qu'on aide. C'est assez limite, comme le disait Sébastien. Faudra rembourser, c'est un fait. Comment ? Si on parle d'anticipation, là aussi, il faudrait peut-être qu'on commence à discuter de ça. Moi, c'est des débats que j'aimerais entendre plus souvent à l'Assemblée nationale et plus souvent au Sénat. J'aimerais que les parlementaires aient un rôle beaucoup plus affirmé dans le contrôle du gouvernement. Aujourd'hui, on n'a plus de conseil des ministres, on a un conseil de défense. On n'a plus de parlement, on a 35 Français heureux donateurs de je ne sais quelle bien-pensance qui vont pouvoir aller contrôler et donner leur avis sur des domaines qu'ils ne connaissent absolument pas. Ça ressemble de plus en plus au café du commerce, où on n'y comprend plus rien. Et moi, je voudrais qu'on retrouve un peu la stabilité de nos institutions. Qu'on recentre nos institutions. L'Assemblée, les maires, le président, le gouvernement, et les scientifiques qui conseillent, et les élus qui tranchent. Et si on arrive à faire ça, collectivement, hein, c'est un état de fait, hein, le Parlement n'est pas consulté, et le Conseil des ministres n'est pas. Mais bon, moi je souhaite qu'on retrouve ça, et c'est ça qui va faire redémarrer la machine. Après, anticiper, c'est aussi commencer à se dire que tout ça va s'arrêter, et qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Il y a le plan de relance dont on a parlé de plusieurs centaines de milliards. Très bien, comment on le met dans les faits, comment ça fonctionne? Parce que des milliards, on en parle beaucoup, on en distribue, mais on n'en voit pas forcément beaucoup arriver dans nos territoires. Donc voilà. Ce sont toutes les questions. Pour conclure sur ce sujet, vous voulez dire un dernier mot, Sébastien Meurant? Oui, un an d'état d'urgence. Donc effectivement, la démocratie... C'est vrai, il faut rappeler qu'on fête notre première année sous Covid. Notre démocratie fonctionne entre parenthèses. Et là, ça pose problème, notamment pour le contrôle, comme tu viens de le dire,
puisque le rôle du Parlement, c'est de voter bien sûr des lois, mais c'est surtout de contrôler le gouvernement. Et là, ce gouvernement a bien besoin d'être contrôlé, vu les résultats. Donc après, sur l'aspect économique, et je vais prendre un exemple sur notre territoire, et j'ai saisi la semaine dernière, puisque Bruno Le Maire est venu au Sénat sur le budget, et j'ai une entreprise stratégique, reconnue par l'État comme entreprise stratégique, dans le domaine de la défense. Cette entreprise a déposé des brevets avec des ingénieurs. Cette entreprise a des marchés avec l'État. Mais cette entreprise, du fait de l'interdiction de voyager, ne peut pas commencer à exécuter ses prestations. Et cette entreprise, aujourd'hui, si jamais les services de Bruno Le Maire n'agissent pas, et j'ai signalé déjà il y a des mois de ça, donc je le répète, une entreprise stratégique dans un secteur sur la défense nationale, qui a des marchés avec l'État, et aujourd'hui... Qui en fait exporte pour vivre. Voilà, qui exporte pour vivre, et là aujourd'hui, elle a des coûts fixes de près de 10 000 euros, ce qui n'est pas énorme. Elle a été en contact avec des secrétaires de l'agence de la défense américaine. Et si jamais l'État français n'agit pas, et donc c'est connu, hein, eh bien cette entreprise disparaîtra ou partira à l'étranger. C'est le drame français. Tu parlais de bureaucratie tout à l'heure. Et là, on est en plein dans cette bureaucratie qui en fait stérilise l'action économique, l'action de ceux qui veulent entreprendre en France. Et il faut absolument faire sauter cette bureaucratie pour retrouver la possibilité de créer en France. Et là, véritablement, sur l'économie, il y a des secteurs qui se portent très très bien, bien sûr. Peut-être que les commerces de proximité se portent très très bien dans nos villes parce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour les soutenir, mais par contre d'autres qui vont disparaître. Et là, c'est dramatique parce que lorsque une entreprise disparaît, lorsque les savoir-faire disparaissent, c'est le savoir-faire qui disparaissent, eh bien recréer un écosystème créateur de richesse et créateur d'emplois. Eh bien, là, ce risque d'avoir mis sous cloche l'économie française pendant aussi longtemps, c'est pour ça que moi je suis pour la liberté et je suis pour les gestes barrières, bien entendu. Mais là, pour moi, on a fait une stratégie. Au Moyen-Âge, on confinait les malades, et là, on a choisi de confiner le peuple français. Et là, c'est une erreur de pensée majeure. Merci, sénateur Sébastien Meurant. Pour conclure, Guillaume Vuittet, vous aussi, vous êtes d'accord avec ce nettoyage administratif, finalement, vous l'avez dit tout à l'heure. Là, c'est pas vraiment, sincèrement, c'est toujours le sujet, et il faut toujours progresser en la matière, mais pour autant, là, d'une part, il faut quand même remarquer qu'on a mis en place des aides considérables, moi je vois à peu près l'entreprise dont parle Sébastien. Il faut vous rappeler quand même que pour des motifs impérieux, et les motifs professionnels sont des motifs impérieux, on peut voyager, tout n'est pas paralysé, il faut faire il y a des précautions, etc., mais on peut voyager évidemment, le but n'est pas de mettre tout en effet complètement sous cloche. On n'est pas au Moyen-Âge, c'est-à-dire que les droits des citoyens ne sont pas les mêmes qu'au Moyen-Âge. C'est ce qui fait aussi qu'on doit en effet respecter un peu les libertés. Et je veux bien qu'on dise que le Parlement est en panne. Et pour autant, on a voté, je crois qu'on est à la 3e loi sur l'état d'urgence sanitaire, mais qui est un débat. Après, on peut être d'accord, pas d'accord avec ce qu'il y a dedans, mais c'est un débat. On a voté, je crois, l'année dernière, 4 lois de finances rectificatives. Il y a un plan de relance de 100 milliards d'euros, qui d'ailleurs ne sera peut-être pas le dernier, parce qu'on a besoin de soutenir notre économie. Donc je pense dire que les institutions ne fonctionnent pas est injuste, on n'a jamais arrêté de siéger, et évidemment, il faut venir accompagner le gouvernement. Sans doute pas assez, ça je suis d'accord, ça c'est pas de manière générale. Mais... dernière chose, excusez-moi, j'en profite, parce que vous avez interrompu. Je voudrais souligner l'initiative qui a été faite par la communauté de communes de Caronel, Pays de France, et de son président Patrice Robin, qui va mettre en place, et qui essaie de mettre en place, un bus itinérant pour la vaccination. Il y a des centres, c'est important, mais aussi plein d'initiatives qui peuvent naître comme ça et qui sont très efficaces. Non, mais on ne peut que féliciter le gouvernement par toutes ces mesures de soutien à l'économie. Mais par contre, ce que je remarque, c'est qu'on sait trouver de l'argent quand il faut soutenir l'économie, mais pourtant, en temps normal, on ne sait pas trouver de l'argent pour financer la recherche. C'est quand même ça qu'on peut regretter. Excusez-moi, je vais répondre au tac au tac quand même, parce qu'il y a une réponse. Derrière, on s'endette. Et qu'est-ce qui est légitime dans l'endettement? C'est quand on s'endette pour les générations qui suivent. Ce qui n'est pas légitime, c'est quand on s'endette aux dépens des générations qui suivent, qui devront payer la note. Là, si le système s'effondre, il
les générations qui suivent vont en pâtir pendant des dizaines d'années. Donc oui, je pense que là, ça vaut le coup de s'endetter pour sauver le système. Alors, on ne va pas parler de ça, bien sûr, parce qu'il y a toute une théorie de la dette et nous ne sommes pas des financiers, donc on ne va pas rentrer dans ce sujet. Par contre, j'aimerais que vous commentiez, si vous voulez bien, monsieur le député Guillaume Vuittet, ce qu'a dit Xavier Melki, c'est pourquoi faire appel à des conseils de citoyens alors qu'il y a des représentants de l'État élus par l'ensemble des Français. Je pense aux maires, à vous les députés et à vous les sénateurs. Pourquoi encore dissoudre finalement? Ça vient en complément. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas une forme de crise de la représentation politique dans ce pays. Alors, je ne suis pas d'accord avec mes collègues, le Parlement fonctionne, il contrôle, il vote, il les discute, il y a des concertations avec la AMF et avec les maires, y compris sur le plan local. Je pense que le préfet est très attentif à la matière de consulter les maires. Sans doute y a-t-il des choses à parfaire en la matière, mais ça existe. Par contre, de fait, et on le sait depuis le grand débat et un petit peu avant les Gilets jaunes, il y a aussi une envie de la part des citoyens de pouvoir s'exprimer directement. La Convention citoyenne sur le climat a abouti à une démarche qui était tout à fait remarquable de ce point de vue. Et la réforme du Conseil économique et social et environnemental intègre maintenant cette dimension de tirage au sort. Il faut savoir garder les limites. Il faut savoir à quoi ça sert exactement. C'est quelque chose qui permet d'avoir un regard, certainement pas une décision. Là, il y a ces 35 citoyens qui ressortent pour suivre, mais davantage en tant que témoin et certainement pas en tant que force de pression. Merci beaucoup à vous trois pour tous ces avancées au niveau du débat sur cette situation. On a fait un bon point Covid, je pense. On va tout de suite faire une toute petite pause musicale. La commission d'enquête sur le Covid qui a disparu la semaine dernière à l'international, franchement... On ne soit pas des aveux à cause. Non, mais je ne l'ai pas dit, mais franchement... vous avez quand même disparu la semaine dernière, en termes de timing politique, c'est extraordinaire. Comment rien de fou, quoi. En pleine période de pandémie, je trouve, moi, s'il avait été un peu plus structuré, je veux dire, ça aurait fait des grands titres partout. Alors après, déjà tout, vous pouvez sortir 2 secondes, un tout petit sujet sur la loi que vous venez de voter à l'Assemblée nationale pour la détention d'animaux domestiques. Non, c'est juste un commentaire, parce que j'aimerais savoir pourquoi n'a-t-on pas inclus les élevages en bâtiments fermés quand on voit, franchement, en 2020, ce qui s'est passé. On prend un café en attendant. Oui, allez. Excusez-moi, je vais vous embêter, mais il faut vraiment que vous rapprochiez. Il faut que je me rapproche. On ne vous entend pas, la radio. C'est quand même dommage. Oui, Nous, c'est très bien, vous êtes habitués. Non, mais en fait, vous êtes focalisé sur la caméra et puis vous partez du micro. Et par contre, là, ok, très bien. La commission d'enquête sur le Covid, la commission d'enquête sur le Covid à l'Assemblée nationale, ils l'ont fait disparaître la semaine dernière. Bonjour. Bonjour Sébastien. Comment tu vas? Bah écoute, T'es debout? à peu près. Je suis au le bras cassé. Ça y est, je suis là. Bon, je te prends tout seul. Bon. Non, je t'ai écouté à la radio après mon cours. Super, sur la première intervention sur le Covid, super clair. Un rappel aussi des livres blancs, ça c'était super important sur la défense. C'est quand même assez clair. C'est un bon débat. J'espère qu'il y aura un peu de temps pour la SRU quand même, parce que c'est le sujet principal. Ah bah sinon on reviendra, parce qu'on ne peut pas ne pas en parler. Ça va? Alors? Mais oui, vous êtes jeune pourtant. C'est quoi cette ceinture? C'est l'empathie, ça s'appelle l'empathie. Mon sénateur va mal, je vais mal. On peut venir avec les francs-convives. Il a fait beaucoup de volets quand il était plus jeune, c'est pour ça. Ah, j'ai joué trop au volet, et du coup, mes pauvres lombaires vont mal. Oui. On vous laisse. On reprend. À tout à l'heure, Sébastien. Ouais, à tout de suite. Non, il prend son café, il arrête. Il le sait. Du coup, on va tout de suite entamer, tant pis pour les animaux, on va tout de suite entamer le sujet, votre sujet, Xavier Melki, la loi SRU. C'était bon entendeur, I love to love. Merci.
Nous voici de retour au bar de l'économie sur IDFM et sur les réseaux. Donc aujourd'hui, je vous rappelle nos sujets. Point Covid, on vient de le terminer. On va entamer le sujet sur la loi de solidarité et renouvellement urbain et puis ensuite sur la loi bioéthique, si on a le temps, bien sûr. Et pour cela, à mes côtés, j'ai Sébastien Meurant, sénateur pour le Val d'Oise depuis 2017, Guillaume Vuittet, député La République En Marche pour le Val d'Oise également, pour la seconde circonscription, et puis Xavier Melki, le nouveau maire de Franconville. C'était une pause musicale de bon entendeur, vous avez entendu il y a quelques secondes. Alors Xavier Melki, c'est à vous que je vais passer la parole tout de suite, car vous êtes finalement le coordinateur, j'allais dire, d'une trentaine d'élus du Val d'Oise qui sont engagés pour la révision de la loi SRU, cette fameuse loi Solidarité et Renouvellement Urbain. Vous dénoncez en fait cette loi qui fait passer le taux de logement social de 20 à 25% à l'horizon 2025. Beaucoup d'entre nous ne pourront pas répondre à ces obligations. Vous dites, je vous laisse continuer pour ce que vous dénoncez. Ce qu'il faut déjà rappeler, c'est qu'il y a une vraie crise du logement en France. On n'est pas, il ne s'agit pas d'avoir la casquette de ceux qui le nient ou qui sont hostiles au logement social, et c'est tout l'enjeu de notre façon de travailler. Cette loi pose différents problèmes, plutôt son article 55. Ce n'est pas l'ensemble de la loi SRU, c'est vraiment l'article 55 qui porte ce taux à 25%. En réalité, je vais prendre l'exemple d'une ville comme la mienne. Nous sommes aujourd'hui à peu près 40 000 habitants, urbanisés sur 4 km², et il me manque 700, 750 logements sociaux pour arriver. Ce qui pourrait paraître rien, 700 ou 750 logements sociaux. J'ai deux options, trois en réalité. La première, c'est de rien faire. C'est une option. La deuxième, c'est de construire 750 logements en bloc. Et là, on fait ce qu'on a fait dans les années 60, 70. On a un rapport de la Cour des comptes qui a été rendu sur la gestion de la politique de la ville qui était catastrophique. C'est près de 10 milliards d'euros investis dans les quartiers prioritaires, hors en rue et hors financement des collectivités publiques. Donc c'est un échec, clairement, la politique de la ville sur ces 40 dernières années. Donc l'idée est plutôt de dire on va faire du diffus et faire de la mixité sociale organisée. Très bien. Sauf que l'effort qui est demandé aux communes grandit en fonction du nombre de logements. Et que si je construis 100 logements et que je mets 30 logements sociaux à l'intérieur, mon effort va naturellement grandir parce que j'aurai plus de logements. À Franconville, j'ai 15 000 logements aujourd'hui, tout inclus. Si jamais je construis 30% de logements sociaux dans chaque nouveau programme, il me faut 12 000 logements supplémentaires pour atteindre le taux de la loi SRU. Je double la taille de la ville. Il me faut 18 nouvelles écoles, 9 gymnases, et ça coûte 65 millions d'euros. Voilà, je passe les places de parking. C'est impossible. Et l'idée est de dire que c'est impossible. Alors après, on a des propositions. Est-ce qu'on pourrait retenir dans certains territoires le taux à l'échelle intercommunale sans dessaisir les élus locaux de leurs prérogatives d'urbanisme? Est-ce qu'on pourrait non pas partir d'un état de la ville, mais plutôt de ce qu'elle fait au quotidien, partir plutôt sur le flux, sur le stock? Est-ce qu'on pourrait travailler sur la rotation dans le logement social? Je reçois dans mes permanences libres des femmes et des hommes seuls dans des grands appartements qui sont obligés de fermer les portes de leur logement parce que ça coûte trop cher en chauffage et que le bailleur social n'a pas les armes et n'a pas les clés aujourd'hui pour pouvoir leur proposer un nouveau logement dans la même résidence. Et quand vous ajoutez à ça les obligations qu'ont les bailleurs sociaux de vendre leurs logements, plus la perte des APL qu'ils ont eu, enfin bref, il y a tout un travail qu'il faut remettre à plat. Et donc on s'est mis avec un bon nombre de collègues pour pouvoir faire bouger ces lignes-là. On est rejoint par des maires d'autres maires d'Île-de-France qui commencent à nous rejoindre également. On a rendez-vous demain chez le préfet de région, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les villes qui ne respectent pas ces engagements-là, donc c'est par phase de 3 ans, se voient infliger des amendes qui peuvent être multipliées par 5, comme ça, sans justificatif, en tout cas compréhensible. C'est un peu comme la DGF, on ne sait jamais trop comment ça fonctionne. Et donc on va les demander un peu des comptes, on va demander comment ça fonctionne, pourquoi est-ce que des villes sont carencées, pourquoi est-ce qu'elles sont... Je prends l'exemple de la ville d'Auvers, Auvers-sur-Oise, qui a des permis de construire bloqués depuis 2006 par les architectes des bâtiments de France et qui de l'autre côté se trouve à payer 350 000 € d'amende parce qu'elle n'est pas capable de les construire. Voilà l'état de la loi aujourd'hui. Donc il faut qu'on arrive à remettre un peu de sens là-dedans, qu'on arrive à le faire
en gardant en boussole le fait qu'il y a une véritable crise du logement, que les maires qui ne peuvent pas faire ne sont pas des maires qui ne veulent pas de logement social. Ça n'est pas vrai. On a nos populations aujourd'hui qu'il faut qu'on accompagne, et je suis très tranquille avec ça. J'ai plus de 20% de logement social à Franconville, et nous vivons très bien. Je ne peux juste pas réaliser les objectifs qui me sont fixés. Donc ce que vous voulez dire, c'est que les maires sont tous d'accord sur le fait qu'on a besoin de logements, dont des logements sociaux. C'est bien ça que vous voulez dire? Alors quelle réponse, qui veut répondre, puisque j'ai la chance d'avoir 2 parlementaires à vos côtés, Xavier Melki, Guillaume Vuittet? Allez. Il faut faire un peu l'histoire quand même. Parce que ce 55, l'article 55 de la loi SRU, quand il a été voté il y a ça fort longtemps. 2013. Non, c'est la loi. Ah oui, c'est 2000. Justement, c'est ça le problème. C'est qu'il a été nommé par la loi Guesso, il a été voté à l'époque avec un taux de 20% de logements sociaux. Et sincèrement, l'équilibre n'était pas stupide. Y compris d'ailleurs dans l'équilibre global des opérations quand il s'agissait de les financer. Et c'est la loi Duflot, on va appeler Duflot, qui en 2013-2014 est passée à 25%. Et là, on a déséquilibré le système, à mon sens, et je pense que là, ça a été tout à fait dommageable. C'était dommageable et il faut, de toute façon, il va falloir voter quelque chose en la matière, pour une raison simple, c'est que le système s'arrête en 2025, il va falloir le prolonger. Évidemment, on ne va pas dire, maintenant on fait tomber le coup près, comme ça, ce serait stupide. Emmanuelle Wargon, d'ailleurs, est tellement consciente de ça qu'elle voulait même mettre des dispositions dans la loi pour le respect des principes de la République qui va arriver au Parlement. C'était peut-être pas tout à fait le même sujet, donc on va le faire différemment, mais il faut un vecteur législatif pour le faire, il faut prolonger, et il faut en profiter pour toiletter les choses. Il y a la logique de flux versus la logique de stock que tu as décrit, qui à mon avis demande à être étudiée, parce que c'est pas stupide ça. À un moment donné, dès lors que le flux permet de tendre vers quelque chose, je pense qu'on doit respecter la volonté des communes de le faire. Il y a aussi d'autres choses qui doivent entrer en compte. On a une comptabilité un peu Shadok. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez une comptabilité Shadok? C'est qu'il y a à Myriel un centre d'accueil et d'hébergement pour des personnes autistes. C'est considéré comme étant le plus cher des logements sociaux. Alors que les personnes qui sont dedans sont des personnes en grande fragilité, et pour cause. Et on se demande bien pourquoi c'est fait comme ça. On a une confusion entre hébergement, on ne prend pas assez en compte des problèmes d'hébergement. Et derrière, on peut avoir même des résistances dans les populations, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Quand les gens voient s'installer des logements sociaux à côté de chez eux, ils regardent qui arrive. Alors, on met parfois des populations extrêmement fragiles, extrêmement abîmées, qui ont besoin d'un accompagnement bien plus construit que la simple table de clé qu'on laisse pour le logement. Et tout ça n'est pas fait. Tout ça n'est pas suffisamment fait en tout cas, et ça demande à être remis sur place. Vous savez, moi j'ai beaucoup travaillé sur les problèmes du logement indigne. Un des problèmes du logement indigne, c'est le relogement qui va avec. Il faut faire des opérations tiroirs, il faut être imaginatif. Tout n'est pas simplement dans l'idée qu'on construit des blocs, qu'on met du béton sur du béton, et que derrière on donne des clés à des gens. Je crois qu'il faut plus d'intelligence que ça, et ça doit être l'occasion de remettre à plat. Moi j'ai lu cet appel, et je n'y ai pas vu une révolte au sens d'un refus. J'ai vu plutôt une sollicitation de l'État à évoluer, et je pense que c'est ce qui doit se passer. On va poser la même question au sénateur Sébastien Meurant. Merci en tout cas à Guillaume Vuittet. Alors, cette loi, donc, comme tu rappelais, loi Guesso 2000, d'inspiration communiste, 20%. Et en fait, ce n'est pas un toilettage qu'il faut refaire, c'est une refonte complète. Parce que 20% de logement social sur tous les territoires. Et avec la négation de la réalité de ces territoires. Tu as cité Auvers, tu connais très bien Auvers. Et bien là, effectivement, il y a quelques pourcentages qui sont possiblement constructibles. Le reste, non, parce que tu as l'Oise, tu as les réglementations sur les inondations, tu as les bâtiments de France, etc. Donc, Auvers, ce n'est pas possible, à 25 ou à 20. La Frette-sur-Seine, la même chose. Il y a des communes de montagne, il y a des communes qui sont sur le plan d'exposition au bruit, où on ne peut pas construire. Donc l'État demande de construire 20% du stock, pas du flux. Donc du stock, c'est du logement existant, en faisant abstraction. Évidemment, Sarcelles, quand on demande à construire 20%, ils sont déjà très très largement de là. Et donc ça, c'est une négation de la réalité. Donc au-delà des bonnes intentions, tout le monde veut que les gens soient bien logés, tout le monde veut que les gens aient des appartements qui correspondent à la taille des familles pour tous ceux qui ne peuvent pas se loger. Mais la réalité, on ne parle pas d'une feuille de papier blanche, on parle de... le logement, c'est pas le maire qui va se prendre sa pioche et sa pelle et construire des logements. Donc il faut refondre complètement, c'est une loi qui est une loi idéologique. Donc 25 ou 20, c'est la même chose. Après, les territoires, ils ont leur histoire, et pour certains, ce n'est pas possible. Après, la question du manque de logement, c'est une réalité, et je pense qu'effectivement, c'est la question du logement, et pas que du logement social. Si on fait un peu d'histoire, on avait des loyers de 48, juste après la guerre.
On fixait les loyers, ils n'ont pas bougé pendant des décennies, on ne pouvait pas mettre les gens dehors. Avantage, c'est que les gens puissent loger et avoir la certitude d'avoir un toit sur la tête pour ceux qui étaient au minimum vieillesse ou qui ne pouvaient pas se loger dans le logement libre. Inconvénient, c'est que pendant des décennies, les propriétaires n'ont pas investi dans la rénovation de ces logements. Donc la question du logement, elle n'est pas d'aujourd'hui. La population française augmente, notamment parce qu'on accueille, notamment en Ile-de-France, beaucoup de personnes. On a accueilli 115 000 de demandeurs d'asile en 2020 où les Français étaient cloisonnés. 115 000. 500 000 en 2019, tout confondu. Donc des gens qu'il faut loger, qu'il faut nourrir, qu'il faut soigner. C'est quand même pour vous mettre raison. On a besoin de logements a fortiori dans les zones tendues. La loi qui impose les constructions de logements sociaux ne peut pas fonctionner parce que ce n'est pas possible, parce que la réalité fait que ce n'est pas possible. Et après, sur le logement comme sur tout le reste, on a 65% de dépenses publiques aujourd'hui et on n'a pas de masque, on n'a pas de vaccin, on n'a pas de ça. Donc ça interroge sur la capacité, la qualité de la dépense publique. Et le logement tout confondu, est beaucoup plus imposé en France que dans d'autres pays. La question du logement, c'est qui est-ce qui finance ces logements? Qui est-ce qui fabrique ces logements? Le logement, donc c'est soit vous achetez votre maison, vous achetez votre appartement, soit les villes, quand on veut imposer aux villes, ce n'est pas les villes qui financent le logement, ce sont des bailleurs sociaux qui financent ces logements, et le logement est reconnu social en fonction du financement du logement et pas en fonction de celui qui habite. Là, c'est une question qui est posée, je sais que vous travaillez dessus. Parce que, en fait, peu importe que le logement soit financé par un bailleur social qui s'appelle 3F ou autre chose, la question, c'est les gens qui sont à l'intérieur, c'est leur revenu, c'est la question du revenu. Et là, comme tu le disais, certains logements pour des personnes, notamment des migrants, ne sont pas cotés dans les logements sociaux. Alors, ils sont éminemment sociaux, ces logements-là. Et la question, effectivement, du parcours de vie, moi, je suis très attaché au parcours résidentiel. Ce que tu disais, Xavier, sur des logements qui sont plus adaptés à la population, à la taille de la famille, évidemment, il y a beaucoup de fluidité à mettre, et les bailleurs sociaux qui étaient pendant des années avec des trésoreries pléthoriques, parce que mettez-vous à la place, c'est compliqué de construire, et là c'est là où je veux à ce gouvernement et à cette démagogie qui fait on va prendre des citoyens et on va se mettre d'accord, on va un logement qui consomme pas de CO2, qui ne produit pas de déchets, etc., etc. Là, les normes RE 2020 sur les constructions de logements sociaux, parce qu'il y a la construction, il y a le coût de cette construction, et on n'arrête pas et là Madame Duflot a été très 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 négative lorsqu'elle est passée au ministère, parce qu'elle a renchéri, elle a mis des normes. Et là, aujourd'hui, vous êtes dans un logement, vous avez pour l'obligation de mettre aux normes votre logement, et sur des 4 pièces, et je cite des cas, des 4 pièces de logement des années 70, vous pouvez avoir 25 à 30 000 euros de coût pour mettre aux normes. Et la RE 2020 interdit à partir de juillet 2021 le chauffage au gaz dans les logements individuels. Nous avons dépensé des milliards d'euros au niveau de la nation pour pouvoir faire en sorte que les logements soient accessibles au gaz de ville. On a investi dans le biométhane, donc du gaz propre. Et là, comme ça tombe, on ne sait pas pourquoi. Et sur les normes, et puisque c'est très bien d'en parler, j'ai rencontré le président de la Fédération française du bâtiment qui m'a expliqué comment ça se passait avec l'État. Et il y a des normes qui ont imposé, en fait, si on les maintient en l'état, en 2027, il n'y a plus de construction en béton, il n'y a que le bois qui passe. Au niveau des... Mais faut-il encore avoir suffisamment de forêt en France pour fournir le bois? Là, je crois qu'on n'est pas très bien organisé. Ce n'est pas possible. Mais en fait, des bonnes intentions, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il faut en revenir au réel et des territoires et faire confiance aux villes. Parce que les villes, en fait, elles délivrent des autorisations de construire, mais les villes n'ont pas forcément le foncier pour le faire. Et surtout, c'est des obligations qui leur sont tombées dessus, parce que l'État qui était incapable de gérer une question qui est nationale, et le logement, c'est en fonction des territoires. Il y a des logements, il y a des territoires en France qui se portent très très mal parce qu'il y a des territoires qui perdent de la population. Et là, ça revient à des questions d'aménagement du territoire. Et à l'époque, tu avais travaillé dessus avec quelqu'un que j'aime beaucoup qui parle de souveraineté souvent, tu l'as cité tout à l'heure. Et l'aménagement du territoire, c'est fondamental. Et on a perdu cette capacité au niveau de l'État de réflexion, d'aménagement du territoire. Et là, on veut faire payer. Les boucs émissaires, ce sont les vilains maires qui ne veulent pas loger les pauvres, et c'est pas le cas en tout cas dans Val d'Oise, et comme j'ai été maire une dizaine d'années, je sais de quoi je parle, et je sais les efforts qu'il m'a fallu pour convaincre les citoyens saint-loupiens de construire des logements sociaux. Et après, le problème, c'est que les Saint-Loupiens, les habitants de la ville, ne sont même pas prioritaires pour les logements qui sont sur leur territoire. Et la préfecture leur envoie bien souvent des DALO et autres populations qui peuvent poser problème. Donc ce que vous dites, Sébastien Meurant, c'est que finalement les taxes imposées aux villes qui ne peuvent pas construire, c'est du racket de l'État? Non, moi je le dis, moi je sais pas si tu le dis, moi je le dis, moi je l'affirme.
En plus, comme vous l'avez dit, Xavier Melki, quand on fait du logement supplémentaire, il faut penser aux écoles, enfin à tout ce qui va avec. Donc, quelle solution vous pensez, vous, Guillaume Butey, parce que vous êtes très concerné par le logement, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est au niveau de quoi? De l'agglomération, du département carrément, qu'il faut voir où on peut implanter, où on ne peut pas? Je n'aurais pas le temps de répondre à la charge de Sébastien Laurent sur tout ça, parce qu'il y a une partie qui est là juste. Il faut quand même reconnaître à la loi SRU d'avoir quand même dopé de la construction de logement social sur le pays. Alors, je veux bien que ce soit idéologique, mais ça a eu son efficacité. Ça a été déséquilibré, je crois, véritablement par le passage de 20 à 25. D'ailleurs, parce que la plupart des communes avaient bâti une trajectoire sur les 20, et changer de trajectoire en cours de trajectoire, on sait très bien que ça n'existe pas. Donc, ça a rendu les choses plus compliquées. Je pense qu'en effet, il y a une logique d'aménagement du territoire à mettre. D'ailleurs, dans la loi Elan, qui a été votée en début du mandat, il y a quand même une souplesse qui a été introduite pour que ce soit plutôt au niveau de l'interco qu'une partie des quotas soit gérée, même si je pense qu'on peut quand même aller plus loin en la matière. Je crois qu'il y a en effet une rénovation à faire. Il y a des maires, les maires sont fantastiques, je suis d'accord. Enfin, il y en a quand même quelques-uns, je ne citerai pas l'exemple parce que ça ne se fait pas, mais où on sent quand même une mauvaise volonté manifeste, sans doute voulu aussi par la population. Hein. Il ne s'agit pas de dire que c'est les méchants maires versus les autres, qui méritent qu'on mette un petit peu quand même la baïonnette dans les reins pour faire avancer. Pour autant, derrière, il y a en effet une logique d'aménagement du territoire à mettre en œuvre. Le vrai problème aujourd'hui, on le voit bien sur notre département, quand moi j'avais fait cette analyse à Cergy, puisque c'est dans ma circonscription, entre les plafonds de revenus pour les logements sociaux et l'exigence des bailleurs privés, et pas parce qu'ils sont méchants, parce que c'est leur norme habituelle, sur des revenus pour avoir accès aux logements privés, il y a un gap de 25%. C'est-à-dire qu'il y a 25% des ménages qui sont trop riches pour avoir accès aux logements sociaux et pas assez pour pouvoir se loger comme il faut dans les logements privés. Donc évidemment, cette trappe sociale qui existe, elle pousse les gens à partir toujours plus loin. C'est pour ça qu'ils vont dans le Vexin, c'est pour ça qu'il y a parfois aussi par choix de vie, mais aussi parce qu'ils sont contraints. Et derrière, ce sont des problèmes d'infrastructure routière, d'infrastructure. Les écoles sont non seulement dans les villes où on doit mettre des logements sociaux, mais aussi dans les villages où on voit des lotissements qui arrivent et pas toujours de façon harmonieuse en la matière. Donc il y a une logique d'aménagement, de rapprocher aussi les emplois de ces logements, de faire en sorte qu'en effet les gens aient moins de mouvements à faire. D'autant en période de pandémie, on voit bien que c'est important. Donc il manque des terrains pour les entreprises. Et je rajoute un point là-dessus, c'est que, et je pense que Xavier dira pas le contraire, c'est qu'un habitant, ça coûte à une commune. Et c'est pas grave, c'est normal, c'est très bien. Donc si on arrive à rendre cohérente les tissus économiques des emplois avec les logements, et on arrivera aussi à résoudre cette équation-là qui fait que c'est tout à fait heureux qu'il y ait des habitants dans les communes. D'ailleurs, il y a besoin de 20% de l'équivalent des habitants pour faire fonctionner la commune, c'est ce qu'on appelle les emplois clés. Il faut les loger sur place, il faut être avec un tissu économique qui est à proximité, et c'est ça aussi qui permettra de résoudre une partie des problèmes. Xavier Melki, pour conclure sur ce sujet, vous voulez interpeller sur autre chose? Non, ce qu'il faut, c'est qu'on arrête de taxer aujourd'hui les communes, parce qu'en fait, il n'y a pas que les problématiques comment dirais-je, financières. Quand tu dis que certains maires ne jouent pas le jeu, peut-être, j'allais dire, peut-être, mais il y a trois principes qui font, sur cette loi, on a des problèmes. La partie financière, des villes peuvent se permettre de payer l'amende, contact. Mais il y a la perte de dessaisissement du permis de construire. Et ça, je ne pense pas qu'un maire accepte de se voir dessaisi de ses capacités de délivrer des permis de construire. C'est pour ça que je tempérerai un peu l'idée des mauvais maires. Et le troisième point, c'est la capacité de pouvoir présenter des dossiers aux commissions de logement, qui est aussi là des saisies des maires. Il faut vraiment arrêter ça. Je pense qu'un simple moratoire de cette loi, le temps de remettre tout le monde autour de la table, l'ensemble des 36 000 maires ne pourra pas être consulté, évidemment. Nous avons des associations de maires départementales, nous avons des préfets, il faut qu'on puisse travailler. Et il n'y a que comme ça qu'on y arrive, mais il faut arrêter ça. Et qu'on vous écoute pour une fois. Des villes comme le Plessis-Bougeard, 400 000 € d'amende, c'est pas possible. Comment entretient-il son patrimoine? C'est impossible. Juste un point sur là où je pense qu'il y a Guillaume Butey. Absolument, et je suis tout à fait d'accord, c'est que je pense que l'acceptabilité de la diversité sociale et de la mixité passe aussi par le fait qu'il y ait une priorité qui s'engage au profit des habitants de la commune, non pas en changeant les critères, c'est-à-dire ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des gens plus riches, etc., mais au moins on oriente davantage. Évidemment, il y a un deal qui est... C'est une sorte de deal social, de pacte, de contrat républicain qui doit exister en la matière. Alors pour cette loi solidarité, enfin SRU donc, pour aller plus vite, combien de temps faudra-t-il pour qu'elle voie le jour pour ces amendements? La loi rénovée, je pense que ça va arriver des difficultés, à mon avis, de toute façon, parce qu'il faut du temps.
Sébastien Meurant. Alors, le Parlement n'est pas maître de l'agenda, ou d'un tout petit bout d'agenda, donc c'est difficile pour mon collègue de député ou pour moi-même de répondre. De toute façon, on va avoir une crise majeure de construction de bâtiments. Parce qu'on ne voit pas d'un côté, on va avoir une crise économique et sociale, et on va avoir une crise liée aux normes qu'on rajoute qui font que construire coûte de plus en plus cher. Donc il faudra choisir. Et là, la RE 2020 est une folie, je le rappelle, c'est une folie, puisque ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui est produit par le gouvernement, par les services du gouvernement, par la haute administration, au nom de sauver le climat mondial. Et en 2027, on aura tous des maisons en bois. Si ça ne change pas. Mais évidemment, la réalité va rattraper ce gouvernement. Donc il faudra se mettre autour de la table, parce que l'année dernière, évidemment, il y a eu moins de construction, il y a moins de permis, et en plus, les permis sont évidemment attaqués, souvent, et souvent, ils sont attaqués parce que certains arrivent encore, même si la législation a évolué, à faire de l'argent en attaquant des permis. Il y a même des systèmes qui se sont montés là-dessus. Donc il faut reclarifier tout ça, il faut remettre à bas, mais en laissant des territoires, parce que c'est où est-ce qu'on construit? C'est dans les villes, dans les villages. Et il faut pouvoir que, effectivement, que ces élus, que ces populations acceptent de construire. Et le logement, c'est un bien essentiel. Dans la pyramide de Maslow, il y a nourrir et se loger. Donc il faudra faire en sorte que le logement soit moins taxé. Et quand je pense qu'en mois de juillet l'année dernière, pendant un moment, on parlait de supprimer et le PTZ, le prêt à taux zéro pour les primo-accédants, pour les gens qui en ont besoin, et les incitations fiscales, Pinel, etc., le gouvernement a fait machine arrière. Mais là, machine arrière, en fait, on a décalé. Et cette loi, elle va être comme la loi sur le handicap, décalée, parce qu'il y a des choses qui sont tout simplement pas appliquées. Il y a quand même des choses qu'il faut juste pour rectifier. Ce qu'il ne faut pas, c'est construire là où il n'y a pas besoin de construire. Et là, il faut apprendre à rénover. Et on a un problème du tissu économique. Il faut former des gens pour pouvoir mieux rénover. Et quand, j'avais oublié cette partie de la charge contre la politique du logement, évidemment, les normes, des normes environnementales, les normes énergétiques, à la fin, elles sont rentables. Le tout, c'est ça faut des produits qui actualisent la dépense, il faut des aides, on les met sur la table. On a quand même 14 milliards d'aides sur la transition énergétique. Donc on va le faire. Maintenant, je pense qu'il y a des problèmes aussi de formation, de personnel qualifié pour pouvoir assurer des rénovations qui ne soient pas que mettre de la mousse sous les coins. Merci beaucoup pour tous ces commentaires à tous les deux. Guillaume Vuittet, député La République En Marche, Sébastien Meurant, sénateur pour le Val d'Oise, et Xavier Melki, donc, qui est à l'initiative, vous êtes le maire de Franconville, à l'initiative de ce débat sur le logement. Il nous reste 1 minute 25 d'antenne, on n'aura pas le temps d'aborder les autres sujets, mais quand même, un petit mot sur la loi qui arrive au Sénat cette semaine sur la bioéthique. Est-ce que vous allez voter, Sébastien Meurant? Que pensez-vous de toutes les propositions d'avancées, et notamment cette recherche sur les chimères, les embryons chimériques? Alors, en 1 minute, c'est très difficile. Moi, je suis extrêmement inquiet de ce que nous faisons en ce moment, de ce que le gouvernement fait en ce moment. Greffer des cellules humaines dans des cellules animales ou inversement me semble manquer véritablement au principe essentiel de précaution. On parlait d'écologie. Moi, je crois que l'écologie humaine commence par respecter l'humain et la nature humaine. Donc vous êtes très réservé, on n'a pas le temps, on en rediscutera une autre fois si vous voulez bien. En tout cas, merci à vous trois pour votre présence ce matin. Merci. Cette émission s'achève, je vous retrouve moi dès mercredi. Demain, vous avez rendez-vous avec Jacqueline Voras. Ciao, ciao, très bonne journée, je vous embrasse.